J'espère que vous allez toujours bien. On est là pour la deuxième table ronde. Comment devenir... les grands volets du métier. Et je m'embrouille, désolé. Avec 3 invités exceptionnels. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ravi d'être là. Ça va pas trop bien. stressé? Non. Ça va, maintenant c'est ta deuxième fois. C'est ma deuxième fois ici, tout va bien. Alexandra, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Toujours deuxième fois aussi. Toujours deuxième fois. Et Anso, qu'on te présente lui aussi. Bonsoir. Lui, c'est la 10e fois. C'est la maison aussi. Comment allez-vous? Ça va? On très est bien. bien. Pas trop stressé? Non, L'attente était pas trop longue. ça va. On a bien discuté. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs, s'il vous plaît? Qui veut commencer? Bon, Eh ben je vais vas-y, Sarah. commencer. Tout le monde t'a regardé. Donc moi c'est Sarah Setti, je suis Chief Product Officer chez October. Donc c'est une plateforme de financement de petites et moyennes entreprises. Et on est passé sur un produit qui se vend en B2B également aujourd'hui, en modèle SaaS pour faciliter l'accès au financement pour n'importe quel investisseur. Et pas chez Wind, comme c'est écrit. Non, je ne sais pas pourquoi c'est écrit non, ça. Mais c'est notre faute, du coup. En tout cas, chez October. Tout à fait. Ça fait 4 ans maintenant. Et ça fait plus de 11 ans que je suis au produit. Donc voilà. Où tu connais, en plus, vous étiez tous dans la même école, plein de CPO. Oui, il y a plein de CPO qui étaient dans ma promo justement d'école d'ingé. Donc je pense qu'on a eu une bonne direction. Voilà. Alex? Oui, alors moi c'est Alexandra Leloup. Je suis VP Product chez Deezer, donc une application de streaming française. On connaît peu, je pense. J'espère que vous utilisez tous Deezer. Et si c'est pas le cas, ce soir, téléchargez là, s'il vous plaît. Et moi c'est Anso, donc je suis VP Product chez France Télévisions. Je pense que j'ai pas besoin de présenter France Télévisions. C'est pas très connu. Et ça fait 5 ans maintenant que je suis là-bas. Ouais, ça fait 5 ans. Punaise, c'est beau quand même. Là, c'est belle brochette quand même de guests. D'ailleurs, Deezer qui est partenaire avec une équipe e-sport. On a vu Gentlemate qui était en live tout à l'heure. Donc, coucou, si un jour il y en a un qui passe par ici. Les grands volets du métier. On parle beaucoup de discovery, de delivery. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà rien que ces 2 termes. Est-ce que vous les différenciez, vous, pour vos product managers? Est-ce que c'est finalement qu'une continuité? Comment vous voyez un petit peu ça? C'est encore moi? Non, mais n'importe. Non, vas-y. Alex, vas-y. Vas-y, Alex. Allez. Donc oui, effectivement, ce sont 2, un peu ce que disaient tout à l'heure nos copains. Le double diamond, donc c'est vraiment la première partie, on va dire, la discovery, donc la capacité de... Je fais de la pub en même temps, vas-y. Voilà, le double diamond, donc c'est la capacité de bien comprendre les problématiques, on va dire, utilisateurs, de vraiment avoir ce rapport avec l'utilisateur et de comprendre quels sont ses problèmes, comment est-ce qu'on peut l'aider, quels sont aussi les impacts d'un point de vue business que l'on souhaite atteindre. Donc ça, c'est vraiment la partie discovery dans les grandes lignes. Et ensuite, il y a vraiment la partie delivery, donc c'est l'exécution, à quel point on va répondre correctement à ses besoins et faire en sorte d'avoir un impact sur la vie de l'utilisateur, mais aussi sur la boîte. Ça, c'est dans les grandes lignes. C'est assez complet. Hein, tout le monde est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais est-ce que pour vous, justement, un PM doit savoir faire tout? Une partie? Qu'est-ce que vous attendez de vous, de vos PM? Alors moi, de mon côté, on a une petite structure et donc nos PM sont multi-stack, on va dire. Ils doivent être à la fois capables de définir le problème, de comprendre en fait les utilisateurs et d'être également extrêmement forts dans la partie delivery, parce que c'est un peu le cœur du métier aussi, c'est de pouvoir en fait avoir un produit construit. Et donc du coup, oui, pour moi, c'est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on définit un problème, on va essayer de concevoir comment on va pouvoir trouver une solution à ce problème, et ensuite, on est dans la partie résolution de problème et par itération, améliorer tout ça. Donc oui, pour moi, c'est la continuité. Chez France Télé, nous, pour le coup, on est dans une grande structure, donc on a des métiers qui sont très spécialisés. Et donc, on a évidemment nos PM doivent connaître un peu comment fonctionne la discovery et la delivery. Mais en tout cas, chez France Télé, le PM doit beaucoup s'appuyer sur les expertises de ses camarades pour délivrer ce qu'on a délivré, comme on a entendu tout à l'heure. Et donc, connaître, oui, sans forcément être expert, pour le coup. Ok. Et chez nous, on a un delivery manager. Donc en fait, le PM est
à 100% en charge de la discovery et de la définition de la problématique. D'un point de vue delivery, il est absolument responsable de à quel moment ça va être délivré, donc le release plan, etc. En revanche, il est accompagné d'une personne qui va s'assurer que les équipes de développement auront tout ce qu'il faut au bon moment pour pouvoir délivrer en toute sérénité. Donc il est responsable de la delivery, mais c'est pas lui qui va tout faire. En fait, il pourra, il sera en binôme avec quelqu'un pour s'assurer d'une bonne exécution dans les temps. Je vois que Sarah. Même dans non, mais ce que je veux dire, c'est que même dans les petites structures, c'est pareil. Enfin, de notre côté, ils sont responsables, mais c'est pas eux qui ont l'unique charge en fait de la delivery. C'est partagé avec. Chez nous, c'est le M qui aide en fait au delivery management. Mais voilà, en tout cas, il doit être quand même honneur de ces sujets et comprendre en fait la conception, le problème et l'élaboration finale. D'ailleurs, bienvenue à pas mal de followers. Petite page de Prinsu89, de Abrator, Eljou et tout le reste. Donc merci, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et d'ailleurs, on en a une question de Renkill qui dit comment chez Deezer se fait le passage de témoin entre le PM et le delivery manager ? Alors, il n'y a pas de passage de témoin réellement, ils travaillent ensemble dès le départ. C'est-à-dire qu'on va avoir des story mapping qui vont être faits entre le designer, le product manager et le delivery manager. Et ensuite, charge au delivery manager d'être lui responsable pendant toute la partie d'exécution, de s'assurer que ce soit bien dans les temps, qu'il y ait une bonne remontée des informations, etc. On essaie, autant que peut se faire, d'avoir ces trios à toute initialisation, à tout kick-off d'initiative qui travaillent main dans la main pour justement définir les backlogs, les sprints, etc., etc. Ouais, nous, on a chez France Télé, il y a aussi la dimension, je pense que vous l'avez aussi chez Deezer, mais on a une composante très éditoriale, parce que du coup on travaille sur le contenu. Et donc au-delà du trinôme produit design tech, qui est évidemment essentiel pour construire le roadmap produit, on inclut pas mal aussi l'éditorial. Parce que c'est vraiment l'expertise éditoriale n'est pas chez nous au produit, mais elle est chez notre direction éditoriale, et donc c'est important que participe aussi à la construction des solutions, parce que évidemment le contenu et le contenant sont extrêmement liés. Si je peux donner un peu de précision, en fait dans la partie discovery, on va avoir le product manager qui va être avec le product designer, la user research et toutes les parties prenantes de la boîte. Donc effectivement, ça peut être aussi les équipes édito ou artist relations avec qui on va vraiment définir la problématique utilisateur. Et une fois qu'on arrive à la solution et qu'on a vraiment un peu des protos, des choses qu'on peut story mapper et ensuite découper, c'est à ce moment-là qu'on fait un kick-off avec les engineering managers, avec les delivery managers et qu'on procède justement au découpage et un peu donc au passage de témoins, si c'est à ça qu'on... En tout cas, c'est intéressant parce que même à notre hauteur, c'est exactement le même découpage. Même découpage, oui. Trop bien. Et vous, d'ailleurs, dans le chat, qu'est-ce que vous faites plus ? Est-ce que c'est plus de la discovery, de la delivery ? Dites-nous. Et ça, c'est une question importante parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais il y a une grosse phase où... les gens avaient une passion pour la discovery au détriment de la delivery. Oui. Et pour moi, je sais pas pour vous, mais les deux sont importants et les deux font partie du rôle du PM. Pour que ce soit un PM complet, il faut qu'il sache maîtriser en fait la partie delivery qui va donner de la valeur à notre produit, puisque ce sera la vraie conception concrète, mais aussi à savoir faire de la place aussi pour la discovery et pas avoir une contrebalance trop importante ou pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, c'est important d'avoir les deux à même hauteur en fait de temps donné. Et c'est vrai que nous on le voit aussi avec nos PM où la discovery c'était le saint graal. C'est il faut faire de non mais s'il y a même pas de delivery, c'est pas grave, je veux faire des missions avec que full discovery. Alors qu'en fait, un produit, s'il n'est pas délivré, il n'apporte pas de valeur. Non. Et après, ça rejoint justement, on disait, les deux faces s'alimentent. C'est-à-dire que dans Discovery, c'est un peu découverte de quelque chose, découverte du problème, découverte d'une solution. Et quand tu mets en prod, donc tu livres, ça peut apprendre, tu peux apprendre aussi de ce que tu as livré. Et donc, en fait, quelque part, si tu passes 1000 ans à essayer de découvrir quelque chose, peut-être que parfois, il faut juste mettre en prod et apprendre de la prod. Et puis il y a une forme de frustration si on voit pas les choses auxquelles on a pensé mises en
en orchestration et mise en lumière par l'utilisation réelle d'utilisateurs, moi je trouverais, enfin en tout cas en tant que PM, je trouverais qu'il y aurait une forme de frustration énorme. Et je pense qu'il y a des fois après une peur de livrer. En fait, on essaie de faire de la découverte, on essaie de minimiser nos risques, mais en fait, vu que le risque zéro n'existe pas, on continue à faire de la découverte et on continue à faire de la découverte et finalement, en fait, on ne livre jamais et on se retrouve avec 6 mois, 1 an quasiment de discovery, alors qu'on aurait pu faire du test and learn, presque faire un proto ou un POC sur du no-code ou quelque chose de plus minimal et de pouvoir livrer et tester, quoi. Tout à fait. Mais d'où ça vient pour vous cette phase de la discovery c'est génial, c'est Dieu, et la delivery c'est pour presque, alors je vais utiliser un terme du sud, mais des pignoufs, enfin pour presque les pas bons ou les juniors et pas pour un peu plus haut. Je pense qu'il y a eu à un moment donné un peu le syndrome de la feature factory où il fallait absolument livrer sans vraiment vérifier s'il y avait un besoin, s'il y avait un risque, etc. Et donc pour contrebalancer ça, à un moment donné, il y a eu le contre-pied de dire la data, il faut davantage parler avec nos utilisateurs, creuser la data, dérisquer, etc. Mais peut-être un peu too much. Et on a eu tendance à vouloir faire un petit peu trop de discovery à outrance, passer des périodes, on va dire, moi, au-delà de 2-3 semaines de discovery, je trouve que déjà c'est assez conséquent. Et on perd un petit peu de temps, donc il vaut mieux, je pense, savoir prendre des risques. C'est un peu notre rôle aussi en tant que product manager, de savoir prendre des risques à un moment donné, de tester en prod, ou en POC, et d'être capable en fait d'apprendre au fur et à mesure en ayant des premiers insights. Désolée, je fais des anglicismes. Voilà, désolée. Mais pour commencer et ne pas attendre d'avoir vraiment 100% des réponses à ces questions et attendre 6 mois avant de commencer et de partir en exécution. C'est quand même. Et après, il y a peut-être un truc. On est dans une phase où on est en plein dans la quête de sens. On a toujours il faut savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi, et donc souvent on dit on fait ça, est-ce que tu es sûr que c'est bien ça le besoin, est-ce que tu es sûr que c'est bien ça le problème, et donc on part comme ça, on itère tout le temps sur le pourquoi, et au final parfois en fait on s'en fiche un peu. Je dis pas que le pourquoi est pas important, mais parfois on passe trop de temps à vouloir se dire vraiment pourquoi, et donc on devrait parfois, je pense, passer beaucoup plus en delivery et voir justement qu'est-ce qui leur retourne après une fois la prod. Oui, moi je pense aussi qu'il y a eu un moment où on a voulu se légitimer en tant que product manager et pas de project manager, et en gros on a voulu justifier le fait que le product management c'est aussi comprendre pourquoi on faisait les choses, où on allait, comparé à un project manager où on lui donne plus ou moins la roadmap à faire et tu déroules. Donc c'est une forme de légitimité d'avoir ce type de product management et de se dire je ne suis pas juste un project manager je ne suis pas que un product owner non plus. J'ai toute cette phase de compréhension de mes utilisateurs, de compréhension de mon problème, et je vais plus loin que faire que de la delivery. Voilà. Je pense. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez de vos PM lorsque, par exemple, votre fonctionnalité elle est dans une phase de discovery, lorsqu'ils arrivent, imaginons, je suis recruté chez France TV, on sait qu'on veut lancer une fonctionnalité, on ne sait pas encore laquelle, donc il va être plutôt dans une phase de discovery, ou justement dans une phase de delivery. Est-ce que vous attendez la même chose de votre PM lorsqu'il arrive? Est-ce que vous attendez des choses différentes selon en fait l'état de vie de votre fonctionnalité ou de votre produit? Qu'est-ce que vous attendez finalement de vos PM en arrivant? En arrivant dans la boîte ? Ouais. Alors déjà de comprendre, je pense, les enjeux de ce sur quoi il va travailler. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, je suis attendu, j'ai un engagement où je dois livrer quelque chose à une date précise, on va lui demander plutôt de s'assurer qu'il va être prêt pour livrer à cette date précise, sans forcément remettre en question tout ce qui a été fait. Parce que le timing parfois fait que il faut délivrer et puis c'est comme ça. Et puis dans d'autres cas, justement, c'est au contraire quand on a peut-être un peu plus de temps ou qu'on n'est pas forcément drivé par la date, c'est de se dire, effectivement, revenir au pourquoi, quel est le problème qu'on essaye de résoudre. Est-ce qu'il y a véritablement un problème? Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a un problème? Et donc, ça, je dirais, encore une fois, ça dépend. Et c'est la phrase préférée des PM. Mais en fonction du contexte et du sujet, ça peut dépendre. Ce qu'on attend peut dépendre. Okay.
Et vous? Moi, la première chose que je demande à un PM quand il arrive, c'est de connaître le produit, connaître la mission, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller. Et une fois qu'il a bien compris le produit, les enjeux utilisateurs, commencer à s'approprier le sujet qu'on lui a dédié. Et donc rentrer dans des phases de compréhension des problèmes qu'il doit résoudre, etc. Mais tant qu'un PM ne connaît pas son produit sur le bout des doigts, je vois pas comment on peut le faire rentrer dans le vif du sujet, on va dire. Et moi j'ai plusieurs points aussi, donc c'est de bien comprendre et de bien connaître les enjeux de l'entreprise. Déjà parce que moi j'estime comme product manager, c'est business mais c'est aussi produit, donc enfin voilà, il doit avoir les deux casquettes absolument, donc il doit bien comprendre où est-ce qu'on doit aller d'un point de vue entreprise, donc bien comprendre la vision et la stratégie de la boîte. Ensuite bien comprendre la vision et la stratégie aussi produit. Troisièmement, donc bien connaître son produit et les personnes qui travaillent avec lui aussi. Donc généralement chez Deezer, quand ils arrivent, les 2 premières semaines, ils ont leur agenda qui est rempli de rendez-vous pour rencontrer toutes les personnes avec qui ils vont devoir travailler main dans la main. C'est très important. Et enfin, parler avec des utilisateurs. Donc se rapprocher de la user research, lire un maximum de docs sur ou même visionner d'anciennes vidéos de user research, de user test, pardon. Donc voilà, ça c'est l'enjeu. Et après peut-être c'est propre à France Téléo ou aux grands groupes, mais il y a une chose que souvent je dis aux PM quand ils arrivent, c'est de bien comprendre les jeux de pouvoir. Et l'influence, c'est quelque chose du coup aussi qui est hyper important parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas forcément on décide de rien, tout le monde décide, et que parfois sur le papier il peut y avoir un décideur, mais en réalité il y a des choses qui font qu'il vaut mieux aller travailler une autre personne pour arriver là où tu veux arriver. Et donc ça, c'est des choses qui sont très difficiles à comprendre. Je pense que c'est le truc le plus dur pour moi, en tout cas pour les PM chez nous, c'est de bien comprendre les relations entre les uns et les autres, au-delà de juste un organigramme et de dire qui décide, parce qu'il faut trouver ses ambassadeurs, il faut trouver ses détracteurs, et ça c'est pas facile. Ouais, j'allais ajouter exactement la même chose, donc merci. Donc les jeux de pouvoir, c'est important finalement de comprendre ces jeux de pouvoir dans une entreprise, selon vous, en tant que PM? Oui. Ah oui. Ouais, c'est essentiel en tant que product manager. C'est vraiment la relation avec les parties prenantes, les stakeholders, le gros mot. C'est vraiment hyper important de comprendre comment justement jouer avec eux quand je dis jouer, c'est un terrain de jeu, construire un produit, il faut avoir il faut s'amuser un petit peu, et donc c'est important de comprendre qui va être supporter de ton ambition, de ton initiative. Donc je suis absolument à 100% d'accord avec ça. C'est un petit côté politique, mais effectivement, c'est comme ça. Il faut savoir avec qui on va pouvoir avancer. Quel que soit le métier dans lequel on est, dans une boîte, de toute manière, il y a un petit peu de politique à prendre en compte, mais le rôle de PM, il est quand même à l'intersection entre beaucoup de personnes. Et justement, une des qualités qu'on demande à un PM, c'est d'avoir de l'empathie, la compréhension aussi de l'environnement dans lequel il évolue, pour justement pouvoir parler à la fois à une personne qui est plus tech et à une personne qui est plus business, et pouvoir en fait en extraire le meilleur de tous. Et si on n'a pas en fait cette perception, cette compréhension de l'autre, on n'y arrive pas. Donc oui, ça fait partie des enjeux pour devenir PM, c'est d'avoir cette écoute-là, je pense. Et du coup, là on le voit, que ce soit des startups, des scale-up grands groupes, du public, il y a toujours les mêmes problématiques. C'est plutôt cool. Est-ce que vous attendez aussi, lorsqu'un PM arrive, qu'il puisse déjà prioriser un backlog? Est-ce que justement vous attendez en fait qu'il prenne la priorisation qui a été faite précédemment? Qu'est-ce que vous attendez finalement par rapport à la priorisation d'un nouveau product manager qui arrive dans vos équipes? Moi, en général, je leur laisse quand même un peu le temps d'arriver, de comprendre, de questionner, de bien maîtriser, en tout cas, les premières briques du produit. Donc, c'est pas la première étape, le backlog, parce que je me dis, s'il connaît pas parfaitement le produit, qu'il s'appuie pas sur les personnes autour de lui, etc., qu'il n'a pas encore rencontré tout le monde, donc c'est un peu compliqué, je trouve, de lui demander ça.
Donc c'est pas la première étape. La première étape pour moi, ça serait plutôt de maîtriser le produit, de se faire sa propre opinion, d'avoir ses propres convictions et ensuite de regarder un petit peu le backlog produit et de discuter avec les personnes qui sont sur le sujet depuis un petit moment pour prioriser ensemble. Je pense que c'est... Oui, moi, quand ils arrivent, de toute manière, ils sont jamais tout seuls lâchés devant leur backlog. L'idée, c'est de les accompagner dans les premiers moments, le temps qu'ils montent en compétences. Et voilà, très rapidement, quand on voit qu'ils maîtrisent le backlog, les enjeux, etc., on va s'estomper un petit peu et on va le laisser en toute autonomie. Mais je ne laisserai jamais personne tout seul dans son coin en train d'essayer de me prouver qu'il peut y arriver tout seul. Ça n'existe pas. J'attends pas ça. J'attends en revanche qu'ils connaissent sur le bout des doigts les enjeux produits, la stratégie qu'on veut prendre et surtout qu'ils aillent mettre les mains dans le cambouis, utiliser le produit, comprendre, tester. Voilà. Ouais, complètement. Je rejoins et je pense que ce serait pas trop pertinent que la personne arrive et dézingue déjà toute la priorisation qui est faite sans comprendre ni son produit ni les relations qu'il peut avoir avec les parties prenantes. On va plutôt axer, mais je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est à quoi sert cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, dans quelle mesure on va travailler ensemble, que fait mon produit, à quoi il sert, comment on le pilote, comment on le monitor, avant même de se dire je vais changer cette prio, ça me semble ridicule comment ça a été fait avant. J'arrive. Et est-ce que vous avez des méthodes de priorisation dans vos entreprises ou comment vous priorisez ? Oui. Qui veut commencer ? Non, moi, j'allais dire, tu n'as jamais commencé. Donc d'accord, je commence. Vas-y, en dessous. D'accord, il faut une première pour tout. Alors, nous, on utilise plutôt le RICE. Après, il y a 50 000 méthodes, mais en fait, c'est pas la méthode qui est importante, c'est pas l'outil, c'est plutôt ce qu'on en fait. Donc, on a pris le RICE qu'il existait et puis on l'a trituré de toutes les façons pour faire en sorte que ça réponde à notre contexte et à l'enjeu de l'entreprise. Donc on en a même fait une version différente qui s'appelle le PRIC, où on a mis le P du problème avant, le RICE où on ne prend pas en compte l'effort. Donc bref, tout ça pour dire que je pense que l'outil en question n'est pas important, c'est ce qu'on en fait et finalement ce qui va ressortir de ça. L'outil n'est qu'un outil, c'est une aide à la décision. Et donc c'est la décision qui importe, c'est pas l'outil. En fait, t'as écrit le guide du product management, non ? Ouais, c'est pour ça. J'ai tout relu avant, c'est pour ça. Non, mais moi, on a fait pareil, c'est-à-dire qu'on a pris un RICE, on l'a retrituré dans tous les sens pour en faire quelque chose d'adéquat. Et donc je rejoins complètement. Ce qui est important, c'est de donner du sens à notre manière de scorer. Et que cette manière de scorer parle à toute l'équipe, mais aussi à toute la boîte, j'ai envie de dire. Parce que c'est notre moyen aussi de faire comprendre nos priorités, d'argumenter après. Et franchement, si on n'avait pas ça, on n'aurait pas pu en fait faire comprendre les enjeux à l'ensemble de toutes les autres parties prenantes. Donc voilà, enfin, le RICE nous a beaucoup aidés. Maintenant, je pense que mon RICE n'a rien à voir avec le tien. Donc, voilà. Ni avec le mien. Donc, nous aussi, c'est sur la base du RICE. Du RICE. Voilà. Mais on l'appelle pas RICE, on l'appelle DRICE. Donc, nous, c'est en fonction de la stratégie. On s'est dit, comment on va correspondre au mieux à la stratégie. Donc, on a choisi nos axes en fonction de ça. Et on l'utilise comme outil de prise de décision. C'est pas la Bible, c'est pas lui qui va donner la source de vérité. C'est vraiment quelque chose qui nous informe, qu'on n'utilise pas assez, je pense, mais c'est pas mal. Il y a aussi le GRICE, du coup, avec Green, qui permet justement de prioriser un petit peu ça. Je crois que chez FTV, il y avait une fonctionnalité où il y avait du GRICE avec Patrick. Exactement. C'est pour ça. Si on a vu. Il y en a un deuxième qu'on utilise aussi, c'est la matrice impact versus effort. Donc on utilise aussi celle-là quand on veut aller straight to the point. Parce que chez nous, en fait, le DRICE, on a impliqué les autres départements. Donc on a aussi toute la partie reach, impact qui va être vue avec le marketing. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont vues avec d'autres départements. Donc quand on veut aller un peu plus dans le vif du sujet, on fait impact versus effort. Et pour compléter, justement, pour aussi dire que
product management, c'est pas... Enfin, on peut se tromper et c'est pas très grave. Nous, on a fait l'erreur, par exemple, et je le dis, qu'on a utilisé justement le RICE, et puis parfois on allait voir nos parties prenantes et on disait, non mais regardez, le RICE nous dit qu'il faut faire ça avant. Et en fait, ça fonctionne pas, parce que justement, en fait, c'est les discussions que va générer l'outil qui sont plus importantes que le résultat de l'outil. Et donc, nous, on s'est planté, on l'a fait sur des trucs, et donc on apprend de nos erreurs et on a changé, et maintenant ça... Mais vous êtes produit en fait. en plus on s'applique. Mais c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le livre, c'est les méthodes, c'est bien de les connaître, mais en fait c'est pour s'abstraire de ces méthodes-là et pouvoir justement les tweaker pour que ça corresponde à notre contexte, c'est le plus important. Et justement, pour vous, parce qu'on parle d'user story, donc pour des product managers juniors ou des chefs de projet ou des personnes qui se reconvertissent, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Pour vous, c'est quoi déjà une US et qu'est-ce qu'une bonne US ? US, user story, aussi acronyme, désolé. On fait beaucoup d'acronymes en product management, PM product management. Qu'est-ce qu'une bonne US ? Alors, pour être très honnête, ça fait très longtemps qu'on n'a pas écrit d'US, mais vraiment c'est. Moi, ce que j'attends d'une US, c'est qu'elle soit invest. C'est ce que je dis à mes équipes. En gros, l'idée, c'est qu'elle soit à la fois indépendante. Alors, j'essaie de le faire en français, j'y arrive plus. Indépendante, valorisable ou valuable. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a déjà négociable, on a estimable et smallable et testable. Ouais, j'essaie de le faire en français. Et donc on essaie de faire ça et en gros que ce soit l'équipe, l'équipe de tech qui assiste au refinement. Donc c'est le moment où on expose en fait les différentes spécifications face à l'équipe tech, les premières spécifications. À ce moment-là, c'est elle qui doit être garant du fait qu'elle soit bien définie, bien granulaire, qu'elle soit testable et qui valide ou invalide le fait que ça réponde bien à cela. Et nous, on a, je pense que tout le monde a à peu près ça, mais on a des templates qui s'automatisent en fait à chaque fois qu'on veut créer une user story, ce qui permet d'avoir tous le même format de user story et de faire en sorte de bien avoir en tête le format Gherkin aussi qu'on utilise. Donc oui, une bonne US, c'est une US qui est surtout qui est validée par l'équipe tech parce que c'est elle qui va la reprendre après et qui va se commit, en fait, qui va s'engager à la délivrer dans le temps imparti. Donc voilà, généralement, moi ce qui est vraiment très important, c'est la granularité, que la granularité soit assez faible pour pouvoir en fait faire en sorte d'avoir des US qui durent pas pendant des années. Voilà. Je sais pas si c'est parfait, oui. Moi j'allais insister sur le fait que encore plus ces derniers temps on insiste sur le côté donc très granulaire, donc très petit, pour délivrer de la valeur très rapidement. Voilà, parce que donc nous on insiste énormément là-dessus en ce moment. Trop bien. C'est ce que je faisais. C'est vraiment cool parce qu'on n'a plus de goulot d'étranglement, on n'a plus de tunnel en fait, où on ne sait plus en fait quand est-ce que l'US va finir, et donc plus on va découper finement, moins on a aussi de problématiques et de tests aussi, de cas de tests à faire. Et donc, de personnes à l'intérieur qui ont travaillé sur la même US. Et puis après, plus personne n'a envie de la toucher. Elle est dans le backlog. On est là. Ok. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos futurs PM ? Quel est le dernier mot que vous donneriez pour des PM qui veulent commencer en tant que PM ? Alors moi, la première chose, c'est acheter le bouquin déjà. Non, dire que de toute façon, vous allez vous tromper. C'est-à-dire le métier produit, c'est ça. On ne fait que de se tromper. Et donc, ne vous flagellez pas. Si vous vous trompez, c'est pas très grave. L'important, c'est d'apprendre en fait de ces échecs et du coup de beaucoup se documenter. On parlait de curiosité dans la table ronde, la première. Donc moi je dirais de toute façon vous allez vous tromper, faut pas tenter d'être trop perfectionniste et c'est pas très grave. Ouais, moi j'enchaînerai sur le perfectionnisme. J'ai beaucoup de PM qui arrivent, qui sont très perfectionnistes, qui veulent tout bien faire dans les lignes de toutes les méthodes qu'ils ont pu ingurgiter pendant les dernières années. Moi, je leur dirais,
Dans un premier temps, il faut apprendre à prioriser son propre travail parce que vous allez avoir énormément de sollicitations externes de tous les côtés, des stakeholders, des injonctions que vous vous donnez à vous-même. Et c'est pas grave. Donc on va se tromper. Il faut juste prendre le temps de bien prioriser, de savoir ce que on va prioriser dans notre propre travail. Avant de pouvoir prioriser une roadmap, il faut quand même savoir prioriser son propre travail. Et puis, pas être trop perfectionniste parce que de toute manière, c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, il faut se lancer. Voilà. Alex, le mot de la fin. Alors, je suis à 1000% d'accord avec tout ça. Et je rajouterai une chose qui me tient énormément à cœur, moi, c'est la collaboration. C'est-à-dire que je pense que si on n'est pas capable de collaborer correctement avec son équipe, et alors déjà, il faut être les best friends de son équipe de tech, déjà. Quand on arrive et qu'on est PM, il faut vraiment, se les mettre dans la poche. Moi, c'est le conseil que je donnerais, parce que c'est votre équipe, c'est l'équipe avec qui vous allez construire le produit. Il ne faut pas voir le produit contre la tech, c'est vraiment une équipe ensemble qui part en guerre, quoi, et qui veut atteindre un but, le même but, et qui veut avoir le même impact. Donc moi, vraiment, le maître mot, c'est quand vous arrivez, collaborer avec l'équipe avec qui vous allez être tous les jours, et surtout garder aussi l'esprit ouvert et beaucoup d'humilité. Parce que quand on devient product manager, on a quand même beaucoup les spotlights, parce qu'on prend pas mal de décisions, etc. Donc c'est un super métier et c'est super excitant. Mais je pense qu'une des choses, il faut garder la tête froide, rester humble et très 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 collaboratif avec son équipe. On dégonfle les melons, du coup. On les gonfle même pas. En fait. Là, on reste sur terre et on est en équipe, comme une équipe de sport. Il faut être un bon team player. Merci beaucoup d'être intervenu.